Début des années 2000, Neurocampus de Bordeaux. Serge Ahmed, directeur de recherche au CNRS, est passionné par les mécanismes de l'addiction qu'il étudie depuis de nombreuses années. En travaillant sur des rats de laboratoire, il a démontré que l'accès prolongé à des drogues telles que l'héroïne ou la cocaïne entraîne des modifications neurobiologiques dans le cerveau. Pour étudier ces addictions, il place des rats dans une cage avec un levier qui, quand il est pressé par le rongeur, actionne l'injection d'une dose de drogue. Mais l'expérience n'est pas complète. Le rongeur n'a pas le choix. Peut-être est-il addict par défaut. Le professeur Ahmed décide d'offrir aux rats une alternative à la drogue. Il choisit un produit apprécié par les animaux, de l'eau sucrée. Podcast Story. Dans cette nouvelle étude, l'animal actionne toujours le levier pour déclencher son injection de cocaïne. Mais il peut aussi appuyer sur un autre bouton qui lui versera un peu d'eau sucrée dans un récipient. Serge Ahmed n'a aucun doute sur le résultat. Le rat consomme de la cocaïne depuis des mois. Il va forcément privilégier la drogue. Et pourtant, les premiers résultats semblent absurdes. On pense à une erreur, un défaut du matériel, des leviers ou encore une erreur de dosage. On recommence des dizaines de fois, sur des centaines de rats. Aussi incroyable que soit le résultat, il est sans appel. Dans une majorité des cas, les animaux se détournent de la drogue pour privilégier le sucre. Sa découverte est révolutionnaire. Dans le monde entier, des chercheurs reproduisent l'expérience avec les mêmes résultats. Non seulement ce principe est confirmé avec de la cocaïne, mais avec l'héroïne, la nicotine et l'alcool. Dans tous les cas, l'eau sucrée se montre plus addictive. Il paraît pourtant si inoffensif. Il n'est que douceur, si beau, tout blanc. Mignon en petits carrés et léger en poudre. Il est de toutes les fêtes, associé à la joie, au bonheur, mais aussi aux récompenses pour les enfants. Il est le plaisir gustatif de la jeunesse. Il sait se transformer comme par magie en bonbons, en meringues, en sucettes. Il rend délicieuses les glaces, les crêpes, les gaufres. S'il fait plaisir aux petits, il séduit tout autant les grands. Madeleine de Proust par excellence, il est au rendez-vous de tous les moments de partage. Comme l'a dit la pub, avec le sucre, vous êtes dans le vrai. Il est le plus petit des grands plaisirs, ou encore le goût des bons moments. Il est surtout omniprésent. Même lorsque vous ne le mangez pas, il est encore là, dans les boissons, dans les sodas et les jus de fruits bien entendu, mais aussi dans l'alcool. Savez-vous qu'une pina colada contient autant de sucre qu'un hamburger ? Qu'une vodka tonique équivaut en termes de calories à un donut au chocolat ? En réalité, à bien y regarder, il est presque partout, sournoisement caché. Mais ne le sachant pas, on ne le voit pas. Et ce pour deux raisons. La première est qu'il se trouve là où on ne l'attend pas. La seconde est qu'il prend différents noms, ce qui le fait passer incognito. Il s'invite par exemple dans les plats industriels salés, dans les pizzas, les hamburgers, dans le ketchup, même dans les soupes ou dans la charcuterie. Les sucres dits cachés représentent près de 2/3 de notre consommation. Et puis, il prend différentes identités, présentes sous forme de saccharose, sucrose, galactose, fructose, glucose, maltose, lactose, dextrose, dextrine, dextrane, xylose, maltodextrine. Il existe précisément 56 appellations pour le sucre, de quoi le faire passer la plupart du temps inaperçu. À savoir qu'il est aussi de tous les sirops, entre autres de riz, de malt, d'érable, d'amidon, d'agave, de maïs. Il faut donc devenir un véritable enquêteur si l'on souhaite réguler sa consommation de sucre. Et ce que l'on oublie souvent avec le sucre, c'est qu'il se cumule. Certains aliments naturellement sucrés se retrouvent additionnés, non seulement à ce qu'on appelle du sucre ajouté, mais aussi à du sucre caché. Alors que vous croyez vous régaler d'un délicieux plat équilibré, en réalité, vous dégustez un excès de sucre. 74% des plats cuisinés vendus en supermarché contiennent du sucre ajouté. Pourquoi est-il utilisé par les industriels de l'alimentation ? Pour de multiples raisons. Il est un exhausteur de goût hors pair. Il donne plus d'appétence aux plats. Il réduit leur goût acide et améliore l'aspect et la texture de la nourriture. Il est aussi très efficace pour prolonger la durée de conservation des aliments. Et dernier argument, et de taille,
il n'est pas cher. S'il évoque le plaisir, le sucre est aussi synonyme d'énergie. Véritable carburant, il procure une vitalité indispensable à notre fonctionnement et en particulier à notre cerveau. Une carence en glucose peut provoquer une perte d'attention ou de mémoire, alors qu'un apport adapté augmente la fonction cognitive. Dire que le sucre est nécessaire pour notre corps est donc juste, mais à une certaine dose. En excès, il devient dangereux, un véritable poison. La recommandation de l'OMS est de ne pas dépasser les 50 grammes quotidiens. En 2020, la consommation moyenne de sucre en France était de 100 grammes par jour et par personne. Nous avalons donc 2 fois trop de sucre. Et c'est cet excès qui devient toxique pour notre santé. D'autant plus que nous ne sommes pas tous égaux face à ces conséquences néfastes. Les facteurs génétiques et nos habitudes de consommation entrent en jeu. Plus on consomme jeune, plus on en ressentira le besoin une fois adulte. Quel problème pose une trop forte consommation de sucre? Il provoque l'obésité, le vieillissement prématuré de la peau, des caries, de l'hypertension, du diabète, des troubles de l'humeur, des problèmes cardiaques et il favorise des cancers. Des études européennes ont démontré qu'en consommant 1 soda par jour, le risque de diabète augmente de 29%. Depuis les années 90, le nombre de personnes obèses dans le monde a doublé. On l'estime à 600 millions. Le nombre de diabétiques a triplé pour atteindre 347 millions. Jamais dans l'histoire de l'humanité, le sucre n'a été autant consommé. Selon une équipe d'épidémiologistes de San Francisco, il est responsable de 35 millions de décès dans le monde chaque année, soit 1 victime par seconde. Si l'obésité est visible, le danger du sucre agit aussi de manière invisible. 40% des Américains sans problème de poids ont des maladies liées à leur surconsommation de sucre. Une nouvelle conséquence inquiétante de l'abus de sucre sur la santé a été récemment découverte. Cette pathologie se nomme la stéatohépatite non alcoolique, une maladie répertoriée dans les années 80. Elle est aussi appelée maladie du soda ou maladie du foie gras. D'ailleurs, rappelons que pour obtenir du foie gras d'oie ou de canard, ce n'est pas avec de la graisse, mais avec du sucre ou des glucides que l'on gave ces animaux. Et c'est quoi cette stéatohépatite? Pour comprendre les effets du sucre sur notre corps, il faut savoir qu'il est composé de 2 molécules, le glucose et le fructose. Le glucose est une source d'énergie qui peut être métabolisée par tous nos organes. Le fructose, lui, est métabolisé presque exclusivement par notre foie. Si on le consomme en trop grande quantité, le foie le transforme en graisse. C'est la stéatohépatite. Elle peut déboucher sur une cirrhose ou un cancer du foie. En 2021, un Américain sur 3 était atteint de stéatohépatie. Selon Robert Lustig, endocrinologue pédiatrique, cette maladie représente la plus grande épidémie de l'histoire de l'humanité. À ce jour, aucun traitement n'existe. Pour les cas les plus sévères, seule une greffe du foie est envisageable. En 2018, l'Institut de santé publique de l'University College de Londres fait une découverte. Les hommes consommant plus de 67 grammes de sucre par jour ont 23% de risque en plus de développer des troubles mentaux après 5 ans par rapport à ceux consommant moins de 39,5 grammes par jour. Alors, si vous ne voulez pas sucrer les fraises avant l'heure, un conseil, mangez-les pures. Quel pays est le poids lourd de l'obésité ? C'est le Mexique qui est tristement le champion du monde de cette catégorie. 70% de sa population est en surpoids. Les raisons sont nombreuses. La principale vient de l'eau du robinet qui n'est pas potable, ce qui oblige les Mexicains à acheter de l'eau en bouteille. Mais les eaux en bouteille appartiennent principalement à Coca-Cola et Pepsi. Elles sont souvent vendues plus chères que les sodas. Résultat, pour faire des économies, les Mexicains achètent du soda plutôt que de l'eau. Une stratégie payante pour les marques. Les sodas ayant un effet addictif, cela booste naturellement leur vente. La conséquence désastreuse est que même les enfants, y compris les tout-petits, sont élevés au soda. Comble de l'utilisation des colas, certaines églises l'utilisent dans le cadre de rituels.
Il est censé purifier l'âme et donner de la force au corps. Dans l'église de San Juan Chamula, dans le sud du Mexique, on s'applique du coca sur la tête. Il est aussi bien entendu conseillé de le boire. L'effet de son gaz provoquant des raux permettrait de chasser les mauvais esprits. Ces rituels dans les églises mexicaines existent depuis bien longtemps. Mais avant, ils se pratiquaient avec une boisson artisanale locale alcoolisée. Ce sont les autorités, soutenues par les industriels, qui ont favorisé le remplacement de la boisson locale par du soda. L'objectif officiel étant de baisser la consommation d'alcool. On passa donc de la peste au choléra dans la joie et le profit, avec la bénédiction de l'Église. Si les effets scientifiques des dangers du sucre sont assez récents, dès le XIXe siècle, ces effets délétères sont évoqués. Honoré de Balzac, en 1839, publie son « Traité des excitants modernes ». Il y parle du café, du thé, de l'alcool, du tabac et du sucre. Il y écrit « Le sucre est une substance qui a envahi l'alimentation populaire. L'industrie française a su la fabriquer en grande quantité. Son prix diminuera encore. » Si l'écrivain, à l'époque, est déjà inquiet des effets du sucre sur la santé, il est pourtant alors peu consommé. Un Français en avalait en moyenne 2 kilos par an. Aujourd'hui, ce chiffre a été multiplié par plus de 15 pour arriver à plus de 36 kilos. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à une telle consommation excessive de sucre, il faut revenir à son origine, à son histoire. Ce sont les Indiens en 6000 avant Jésus-Christ qui, les premiers, broient des cannes à sucre, en chauffent le jus, puis le refroidissent pour le cristalliser. Au XIIIe siècle, l'Europe occidentale découvre le goût de l'or blanc. Il est alors considéré comme un médicament et se vend chez les apothicaires, les pharmaciens de l'époque, à un tarif élevé. Au XVIIIe siècle, il devient un aliment à part entière. En 1812, Benjamin de Lesser, banquier et industriel français, fabrique les premiers pains de sucre de betterave. Il reçoit la Légion d'honneur des mains de Napoléon. Ainsi débute l'histoire de l'industrie sucrière en France. La France qui est aujourd'hui le premier producteur mondial de sucre de betterave. Un secteur qui représente 45 000 emplois dans l'Hexagone et qui pèse plus de 3 milliards d'euros par an. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale que les industriels de l'alimentation découvrent que les consommateurs préfèrent les produits sucrés, gras et un peu salés. Sans vouloir casser du sucre sur le dos de cette industrie, il faut tout de même reconnaître que c'est elle qui, avec pour seule volonté le profit, développe nombre de nouveaux produits tels que les barres chocolatées. L'art du grignotage est ainsi inventé. Ou comment faire consommer encore plus en incitant à manger entre les repas. Au début des années 60 déjà, on se pose des questions sur les éventuels dangers du sucre. Les uns défendent qu'il n'est qu'une formidable source d'énergie. Les autres le soupçonnent de développer à minima des caries, mais aussi du diabète ou favoriser l'obésité. Dès les premières études négatives, l'industrie agroalimentaire lance des campagnes de communication pour se défendre. Les arguments sont indiscutables. Le sucre ne nuit aucunement à la santé. Il élimine la fatigue. Ou encore, l'énergie fournie par le sucre peut aider à manger moins. Une publicité télé américaine va même jusqu'à mettre en scène une ménagère déclarant « Pour faire attention à ma ligne, je bois du Coca-Cola. Cela m'empêche de grignoter. » Pourtant, les consommateurs commencent à se méfier du sucre. Du coup, certaines marques de soda le remplacent par de la saccharine. C'est le début des boissons appelées light. Mais le goût modifie le produit et le coût est plus élevé. Les industriels du sucre lancent des travaux de recherche pour prouver la nocivité de ces substituts. Quelques mois plus tard, l'administration américaine des médicaments interdit l'utilisation de la saccharine suspectée d'être cancérigène. L'un des principaux défenseurs du sucre s'appelle Frederick Starr. Il est directeur du département de nutrition à Harvard. Dans les années 70, il est le principal porte-parole des industriels pour leur campagne de communication. Sa crédibilité est d'autant plus forte qu'il est membre du comité de nutrition de l'Association américaine du cœur, un organisme qui lutte contre les maladies cardiaques. Petit détail qui a son importance,
son département à Harvard reçoit des centaines de milliers de dollars chaque année de marques telles que Kellogg's, Procter & Gamble ou Nestlé. Autrement dit, Frédéric Starr se sucre au passage. En 1972, un nutritionniste anglais, John Whitkin, déclare, preuve scientifique à l'appui, que le sucre est néfaste et qu'il faut absolument en réduire sa consommation. Pour se dédouaner, les industriels du sucre décident de trouver un autre coupable. Ils communiquent sur le danger des graisses alimentaires, affirmant que ce sont elles qui provoquent des infarctus et des AVC. Et ça marche. La mode des régimes pauvres en matières grasses fait oublier les polémiques sur le sucre. Un nouveau coupable idéal est trouvé. Une solution doublement avantageuse, car pour pallier le manque de goût dû à la baisse de matières grasses, les industriels en profitent pour ajouter un peu plus de sucre. Durant des années, la stratégie utilisée par les industriels du sucre est semblable à celle des compagnies du tabac. L'objectif est de discréditer chaque étude prouvant la nocivité du sucre par le financement d'une autre étude la contredisant. On appelle cette rhétorique « la fabrique du doute » ou comment retourner la méthodologie scientifique contre elle-même en poussant le doute jusqu'à l'absurde. Le but est de créer la controverse, révéler qu'il existe plusieurs points de vue scientifiques et que chacun est légitime. Peu importe que l'on arrive à convaincre des bienfaits du sucre, l'important est de semer le doute sur sa nocivité. Dans les années 80, de nombreux programmes contre le surpoids sont financés par les industriels eux-mêmes. Les marques s'infiltrent dans des programmes éducatifs contre l'obésité pour empêcher toute réelle initiative gouvernementale de santé publique. Culture Sucre, l'organisation interprofessionnelle du secteur du sucre, entre dans les écoles tous les ans depuis 1990 avec la Semaine du goût. Un événement qui a officiellement pour objectif d'éduquer les enfants au goût. Rappelons qu'en 2015, l'organisation Culture Sucre déclarait que les études épidémiologiques ne démontrent pas de corrélation positive entre apport en sucre et obésité, plutôt le contraire. Manger du sucre ferait donc plutôt maigrir ? Ce constat est tiré d'une étude de l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité alimentaire. À première vue, les experts de l'EFSA sont crédibles. Ils sont réputés pour leur sérieux et leur objectivité. Il faut pourtant savoir que certains d'entre eux ont reçu des prix, des récompenses et même de l'argent de la part de Culture Sucre, l'organisation interprofessionnelle du secteur du sucre. En 2012, sur les 21 experts en nutrition de l'ESFA, 13 ont reconnu un lien avec l'industrie alimentaire dans les marques Nestlé, Coca, Kellogg's ou Ferrero. Comme l'a révélé l'émission de France 2 Cache Investigation, même le Crédoc, organisme sous tutelle publique, censé fournir des statistiques fiables en toute indépendance, reçoit des financements des industriels de l'alimentation. Aujourd'hui, le lobbying du sucre entre chez les médecins, les chercheurs, dans les instances politiques nationales et européennes. Devant une telle force de frappe, quelle solution nous reste-t-il ? Comment réussir à réduire notre consommation pour préserver notre santé ? En s'informant et en lisant les étiquettes des produits que l'on achète. Mais là encore, le lobby du sucre veille au grain. Les industriels du sucre ont dépensé 1 milliard d'euros pour développer leur propre étiquetage nutritif. Un étiquetage assez complexe à déchiffrer et qui indique les doses recommandées pour un adulte sur les produits pour enfants. Pour avoir bonne conscience, les politiques ont institué des mentions légales pour les publicités. Vous savez, ce sont ces phrases écrites trop petites sur les affiches ou dans les journaux, dites trop vite à la radio ou défilant trop rapidement à la télévision. Une unique mention concerne précisément le sucre. Elle dit « Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé ». Pas certain que cela suffise à endiguer les pathologies de plus en plus nombreuses, touchant désormais toutes les générations. En 2021, 17% de la population française était obèse et 30% en surpoids, soit 47% de Français, presque 1 sur 2, souffrant d'un problème de poids. Une croissance en évolution constante depuis 25 ans. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story.
abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.